moi, je voulais t'inviter ce soir pour qu'on puisse parler de tout ce qui se passe autour de Samouraï, mais de manière générale autour des différentes attaques qui sont faites contre la vie privée sur Bitcoin, mais pas que sur Bitcoin. Voilà, aujourd'hui est peut-être euh, le bon jour pour parler de ce genre de choses, parce que pour ceux qui n'ont pas Mm. suivi, il y a eu une nouvelle attaque, une personne cette fois, ils n'ont pas réussi à kidnapper la personne ciblée, mais en tout cas, il y a eu je crois que c'est des membres de la famille d'un entrepreneur crypto qui ont failli se faire enlever dans les rues de Paris, et je crois que la personne est à l'hôpital, qui doit avoir des fractures au crâne, si j'ai bien compris. Et ce sujet-là est en fait très lié à la vie privée sur Bitcoin, mais pas que. Et donc, pour ceux qui ne verraient pas vraiment le lien entre la vie privée et l'attaque, enfin la tentative d'un kidnapping, on va revenir sur les détails tout au long de cette soirée. Est-ce que dans un premier temps, Laurent, tu pourrais me présenter ton rôle, qu'est-ce que tu fais dans l'écosystème Bitcoin, et voilà, pour que les gens comprennent qui tu es. Oui, bien sûr. Bah, écoute, je suis développeur de formation et de profession. J'ai bossé sur pas mal de sujets différents dans ma carrière, mais dernièrement, en fait, je me suis focalisé sur tout ce qui est, on va dire, analyse de données et notamment les impacts que ça a en termes de vie privée et donc appliqué au domaine de la blockchain Bitcoin. Donc, plus concrètement, en fait, j'ai développé un des premiers outils d'analyse de la blockchain Bitcoin. Donc, pour ceux qui ça parlerait, bah, vous pouvez penser genre Chainalysis, mais avec, en gros, c'était le même genre d'outil, mais avec une différence. C'est qu'en fait, c'est un outil que j'ai essayé de garder bah, accessible à tout le monde. L'idée étant justement à l'époque de sensibiliser les gens aux problématiques de vie privée autour des blockchains publiques. Parce que bah, alors, la compréhension évolue au fil des années, mais bon, ça prend du temps. Mais bon, là, quand même, je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre que les blockchains publiques sont pas des outils anonymes, enfin, et loin s'en faut, et qu'en fait, ça pose bah, beaucoup de questions, justement, en termes de protection de la vie privée. Voilà. Et donc, ça, on va dire, ça, c'était comme mon point d'entrée dans le monde crypto, enfin, et surtout dans le monde Bitcoin. Et puis ensuite, en fait, j'ai rejoint Samurai Wallet, qui est un projet, enfin, qu'on pourrait décrire comme un collectif de développeurs qui développait toute une stack logicielle. Donc, à la base, c'était un wallet mobile. Puis après, ils ont étendu, c'est vraiment comme une boîte à outils, enfin, tout un ensemble d'outils. Voilà, donc le plus connu dernièrement était sûrement Whirlpool, qui était donc un conjoint, enfin, l'outil de conjoin. Mais bon, il y avait plein d'outils comme ça. Et l'outil d'analyse de la blockchain que j'avais développé venait se rajouter à ça, parce qu'en fait, il y avait une certaine logique qui était que bah, pour bien se protéger, enfin pour bien protéger sa vie privée, c'est mieux de comprendre déjà où sont les défaillances, où sont les points faibles. Voilà. Oui, complètement. Bah, le sujet de vie privée sur Bitcoin est assez complexe parce que il y a beaucoup comment dire, de contradictions un peu dans la communauté, de certains qui disent euh, qui aussi se servent de cet argument pour justifier d'autres cryptos comme Monero, Zcash et autres, mais qui disent que Bitcoin n'est pas vraiment, ne cause pas vraiment comment dire, à la vision primaire de Satoshi. Alors que quand on remonte dans le white paper, il y a un, un article, enfin un chapitre du white paper qui s'intitule Vie privée, qui décrit bien en fait sa vision de la vie privée, potentiellement que sa vision et que ses motivations ont évolué au cours du temps, et au final, peut-être que plus tard, il a regretté de ne pas avoir mis suffisamment de protection Oui, de la vie privée. oui. Ouais, enfin, je peux pas le dire définitivement, mais je pense que tu as tout à fait raison sur ça. En fait, il y a des éléments qui tendent vraiment vers ça. C'est-à-dire que, en fait, on sent que c'est un sujet, enfin, ça n'a pas été pensé à la base, mais bon, après, c'est pas forcément une critique à faire. C'est-à-dire que, enfin, quand
quand on regarde avec le recul, il y a énormément de choses en fait dans Bitcoin. Bon, et clairement, je pense que la vie privée, c'est un peu venu après ou suite à des retours. Et il y a effectivement, je pense, des éléments qui laissent à penser que ça n'avait pas été prévu dès le départ. Enfin, pour moi, il y a un truc qui est très clair. Par exemple, c'est dans la première version du client Bitcoin, ça on le sait, il y avait des choses qui sont pas restées au final, mais il y avait notamment une espèce de site marchand avec un système de review où on pouvait donner son avis sur la personne avec qui on avait fait une transaction. Et quand on regarde, en fait, on essaie de deviner comment le système de revue fonctionnait, en fait, on se rend compte que c'était complètement basé sur un système de réutilisation d'adresses. Ce qui, en fait, laisse à penser que, à la base, enfin, il y avait vraiment eu, enfin, il n'y avait pas eu de réflexion vraiment sur cet aspect de réflexion, enfin, protection de vie privée. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, je pense qu'effectivement, enfin, il ou ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Et alors, par contre, ce qui est assez bluffant, c'est que, enfin, sûrement très rapidement, en fait, enfin, Satoshi Nakamoto, je pense, enfin, a compris quels étaient les grands, enfin, les deux grands problèmes de Bitcoin et qui sont en fait encore les deux grands problèmes actuels, hein, c'est-à-dire la réutilisation d'adresses et le fait que bah, le système impose à un moment donné, de faire des transactions qui dépensent plusieurs inputs, enfin, ou plusieurs sorties de transactions, et que c'est entre guillemets, hein, une des principales sources de fuite d'informations, entre guillemets. Ah, et ça, il avait vraiment compris quasiment, enfin, c'est écrit effectivement dans le white paper, et ce qui est bluffant, c'est que c'est en gros ce qui produit, on va dire, 80%, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais ouais, je pense que ça va être au moins 70% encore des informations utiles dans les plateformes d'analyse de la blockchain Bitcoin. C'est ça qui est bluffant. C'est que, en fait, le- tout le monde imagine des outils ultra perfectionnés, des intelligences artificielles, machin, tout ça. Et en fait, non, c'est quelques heuristiques, mais l'heuristique principale, enfin celle qui produit le plus gros de l'information, elle a été décrite dans le white paper. Oui, exactement. Bah, c'est quelque chose qui est assez bien décrit où il dit que le moyen de révéler l'identité de quelqu'un serait de lier l'identité à la clé publique. Ouais. Donc c'est un des problèmes qui est relevé directement bah, Ouais. dès la publication du white paper, enfin dans le white paper carrément quoi. Et donc on va pas non plus rentrer dans les détails techniques ce soir des CoinJoin, Whirlpool, etc. Mais c'est en effet des outils qui sont très intéressants, euh, notamment peut-être pour faire une overview de tous les risques. En fait, c'est bah, le premier auquel on peut penser, c'est bah, si vous envoyez du Bitcoin à quelqu'un, bah, on-chain, lui, pourra voir la transaction d'où elle vient et potentiellement voir l'adresse et le contenu de cette adresse. Donc, si vous avez, disons, 10 000 Bitcoins et que vous envoyez un Bitcoin à quelqu'un, cette personne pourra le voir techniquement on-chain. Est-ce que tu peux nous citer d'autres problèmes que ça pose, des cas concrets qui peuvent être Ouais. compréhensibles? Non, mais enfin, c'est ce que, enfin, tu décris très bien. Après, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que en payant quelqu'un, par exemple, en payant un commerce ou disons un bar, si le commerce se fait toujours payer sur la même adresse, en gros, on peut directement voir son fonds de caisse. Moi, c'est ce que enfin, ce que j'ai souvent essayé d'expliquer à notamment des patrons de bar qui disent ça, surtout ne réutilisez jamais la même adresse, parce que sinon, enfin, c'est une invite. En fait, c'est un peu comme si vous aviez euh, dans le bar, je sais pas, un affichage digital qui disait combien vous avez dans la caisse. Donc, je veux dire, c'est une invitation à se faire agresser en fin de soirée, quoi. Donc, voilà, c'est le genre de truc à ne pas faire. Après, après, en fait, enfin, le truc, c'est que, enfin, faut imaginer, c'est pas différent de enfin, la problématique n'est pas différente de ce qu'elle serait avec, de la monnaie fiat. Et en fait, ce qu'on a oublié, parce que, bah, quand on prend ça pour acquis, c'est, c'est d'une certaine façon tous les services
que les banques, enfin, ou que votre banque vous apporte, en termes de protection de la vie privée? Parce qu'on peut critiquer, beaucoup de choses aux banques, mais cela dit, il y a quand même, une protection. Alors certes, la banque sait, tout sur vous, même, sûrement trop de choses. Certes, elle peut éventuellement, alors aujourd'hui je pense pas que ça soit le cas, mais je pense qu'elle pourrait éventuellement être amenée à revendre ses données, genre, à des boîtes de marketing ou un machin. Mais l'air de rien, quand vous faites un paiement, vous êtes quand même, assuré que la personne avec qui vous transactez ne sait rien sur vous. C'est la même chose avec du cash. Quand vous payez en cash, alors à moins que vous payiez toujours avec des billets de 500 €, mais sinon normalement, le paiement que vous faites ne révèle rien sur votre patrimoine. Et et en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on prend pour acquises dans le système, classique, heu, bah, en fait, on les a un peu oubliées et en fait, la crypto force à tout repenser, c'est-à-dire, à tout repenser explicitement et à tout réapprendre. Et en fait, je pense que c'est un exercice qui est sain. Mmh. Par contre, il faut alors aujourd'hui, je pense que c'est quand même moins vrai, mais en fait, il y a quelques années, il y avait quand même un problème, c'est que ce soit, en fait, les gens qui étaient en dehors de la crypto ou les gens qui étaient dedans, je pense qu'en fait, les personnes prenaient vraiment les choses sérieusement. C'est-à-dire que, l'air de rien, il y avait toujours un peu ce côté-là, bah, c'est des tokens, quoi. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je pense que là, maintenant, on est rentré dans le dur. C'est-à-dire que quand vous avez une mère de famille avec son gamin de 2 ans qui sont attaqués dans la rue, en plein Paris, pour, enfin, à cause de tokens justement, là, je pense que, enfin, tout le monde prend bien conscience que, en fait, c'est très sérieux. C'est un sujet qui est très sérieux et que donc, bah, il y a d'une certaine façon, enfin, je dirais, il y a urgence à reapprendre des choses. C'est pas très compliqué, hein, mais c'est des choses que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, savaient très bien, enfin, comprenaient très bien, géraient très bien. Et c'est juste que, en fait, bah, il faut juste apprendre du bon sens, quoi. Voilà et puis, mmh, Et puis c'est un peu le même sujet qu'avec la self-custody, c'est-à-dire que, bah, en fait, on a l'habitude que les banques prennent le rôle de la custody, de la garde des fonds. Et donc Bitcoin, c'est prendre ce rôle, c'est comment dire, devenir vraiment le propriétaire et avoir la responsabilité, se responsabiliser soi-même pour la self-custody, la sécurité de ses fonds. Mais c'est le même sujet pour la confidentialité. Là où dans le système traditionnel, c'est la banque qui gère cette confidentialité via divers moyens, enfin la banque centrale, le système bancaire de manière générale, si on prend en compte le cash. Euh, alors qu'avec Bitcoin, c'est nous qui devions aussi prendre en charge et être responsable de notre vie privée et pas que de la ouais. custodie. Après alors, après, enfin, peut-être pour réélargir par rapport à la question que tu me posais initialement, c'est que, bon là, je pense que c'est aussi, bon, lié, enfin, voilà, aux événements de la journée. Clairement, il y a un sujet, enfin, il y a alors ce qui a pas non plus toujours été évident, mais il y a clairement un lien entre, protection de la vie privée et sécurité. Donc là, on est en plein dedans, enfin bon, c'est je pense que là même, enfin, ça parle à tout le monde. Mais après, le sujet de la protection de la vie privée, alors ce qui est peut-être moins évident, mais en fait, enfin, il y a des enjeux qui sont aussi beaucoup plus larges que ça. Et enfin, moi maintenant, j'ai tendance à décrire ça, enfin, c'est comme des enjeux, entre guillemets, enfin, politiques. C'est-à-dire que le sujet de la protection de la vie privée, c'est pas une question d'anonymat, c'est pas une question de se cacher, c'est pas une question d'avoir des choses à cacher, et en fait, ça, c'est vraiment le problème enfin, je pense que le problème premier autour de ce sujet, c'est l'incompréhension ou cette espèce d'image sulfureuse qui colle, au sujet, alors que, c'est vraiment pas ça la question. La question de base, en fait, enfin, le sujet de la protection de la vie privée, en fait, c'est un sujet comment dire? D'autonomie et d'autodétermination et le fait d'être, entre guillemets, alors «souverain», c'est peut-être un peu un grand mot, mais c'est d'être un, j'allais dire, un citoyen à part entière. C'est-à-dire que, en fait, enfin, c'est un principe, alors là, je vais peut-être partir loin, mais c'est un principe de base, mais en fait, qui est important à comprendre, c'est que, un principe de base, on va dire dans autour de l'information, enfin de la théorie de l'information, c'est de comprendre qu'en fait, une asymétrie d'information, une asymétrie dans la connaissance, enfin,
dans l'accès à l'information, c'est une asymétrie, dans le pouvoir. C'est-à-dire que avoir accès à une information que les autres n'ont pas, ça donne du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans, nombre de domaines, enfin, j'allais dire d'à peu près tout, mais dans énormément de domaines. C'est-à-dire, dans le domaine du militaire, c'est l'idée du renseignement militaire. C'est dans le domaine du trading, c'est-à-dire qu'avoir accès à une information que le reste du marché n'a pas, ça me donne un avantage, en termes d'investissement. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le business, c'est vrai partout, en fait. Et surtout, en fait, c'est vrai en politique, heu, en fait, quel que soit un peu le domaine de société, mais c'est-à-dire que, ce que j'avais essayé d'expliquer à une conférence, c'est que si vous êtes dans un modèle de société qui est une société, hyper centralisée, enfin, qu'aujourd'hui on décrirait comme autoritaire, en fait, ça a beaucoup de sens que, les citoyens n'aient pas beaucoup de vie privée par rapport à leur gouvernement. Parce qu'en fait, alors on va dire l'archétype aujourd'hui, c'est la Chine et le parti communiste chinois. C'est que pour être efficace, le gouvernement a besoin d'avoir accès à un maximum d'informations et de toute façon, c'est le gouvernement qui va prendre la décision de manière centralisée. Donc plus il a accès à des informations, hem, mieux entre nous guillemets, il peut décider, pour le reste de la population. Donc en fait, être très transparent, remonter des informations, rapidement, ça a du sens. Et du coup, en fait, ce qui se passe en Chine a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'avoir par exemple, des applications, sur mobile qui font tout, qui vous entre guillemets, enfin, nous, on dit: «Oh, qui vous fliquent», mais en gros, qui vous font le paiement, qui vous localisent, qui gèrent votre crédit social, machin, ça a énormément de sens dans ce modèle-là. Si par contre, vous êtes dans un modèle, de société, plutôt, on va dire, décentralisé ou on va dire démocratique, donc qui est plutôt un modèle où alors, il y a toujours, plus ou moins de centralisation, mais on est quand même plutôt sur un modèle décentralisé et où surtout il y a, heu, différents niveaux de prise de décision et surtout il y a ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Et en fait, pour que ces modèles fonctionnent là, il faut qu'il y ait les contre-pouvoirs soient effectifs et pour que les contre-pouvoirs soient effectifs, il faut qu'il y ait des équilibres de pouvoir. Alors, ils sont inscrits alors c'est après tout dépend du modèle, c'est-à-dire par exemple la France, c'est pas les États-Unis, mais dans toutes les sociétés démocratiques, on a cette idée-là et ce qui est absolument important et notamment je veux dire dans nos sociétés modernes, où en fait le numérique a de plus en plus d'importance, il faut que ces contre-pouvoirs continuent d'exister, heu, y compris dans le monde numérique. Et ce qui est en fait terrible, et c'est tout le challenge en fait pour les sociétés démocratiques actuelles, c'est que malheureusement, heu, autant les outils numériques, c'est une espèce de catalyseur pour les modèles, politiques autoritaires, autant c'est un vrai challenge pour le modèle démocratique parce que, bah, d'un côté on demande, à nos gouvernements et à nos gouvernants d'être efficaces, machin, tout ça et donc forcément, entre guillemets, bah, on demande d'efficacité, bah, forcément, eux, s'ils ont des outils potentiels, ils vont demander à les utiliser. Mais en même temps, si on met pas, des garde-fous et si on met pas des barrières, heu, on peut très rapidement, basculer sur quelque chose qui ne permet plus aux citoyens d'avoir les contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point où, notamment dans le domaine, on va dire financier, économique, en fait, l'argent est devenu, totalement numérique. C'est-à-dire que bon, il y a encore un petit peu de cash, mais, c'est de plus en plus rare. Mais en fait, alors que ce soit crypto ou même, enfin, ce qui est en banque, tout est numérique. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez éliminer quelqu'un, c'est très simple, hein. C'est enfin l'équivalent du bannissement, qu'il y avait, dans les sociétés anciennes. Aujourd'hui, c'est, la clôture de tous vos comptes. Et aujourd'hui, quand vous ferme tous vos comptes en banque que ça, si vous n'avez pas une famille ou un réseau, d'amis, enfin un réseau social très proche qui est prêt à vous soutenir, vous êtes mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes socialement mort. Vous êtes, à la rue, enfin vous vous retrouvez à la rue, c'est plus rien. Enfin et donc en fait, on est dans une situation aujourd'hui où il y a un vrai challenge et en fait, c'est compliqué en fait d'expliquer ça aux gens, mais se battre pour la protection de la vie privée, c'est pas, enfin, c'est pas une histoire d'avoir quelque chose à cacher et ça va au-delà de la sécurité. C'est une question de modèle de société qu'on veut et alors évidemment que c'est une question de balance, mais je pense
enfin, la balance là, elle est allée très, très loin dans un sens et il y a vraiment besoin qu'on rééquilibre des choses. Alors, il y a des efforts qui sont faits, notamment, bah, ce qui se fait en Suisse parce que c'est, des gens comme Alexis ou enfin d'autres là, voilà, mais en France, enfin, oui, il faut qu'on se bouge parce que, sinon, enfin, ça peut pas bien se terminer, en fait. C'est ça quand on donne des outils aux gens, après, on peut pas s'étonner que les gens utilisent ces outils. Et et là, je commence quand même à y avoir beaucoup d'outils. Même si on est très demandeur d'un gouvernement plus efficace, machin, hem, c'est enfin voilà, il y a une vraie question. Oui, et peut-être pour donner un exemple un peu plus concret, on a eu pendant la période du Covid d'importantes manifestations au Canada, notamment de la part des camionneurs. On reprend cet exemple tout le temps, mais c'est l'exemple le plus pertinent qui arrive au Canada, qui est considéré comme une des meilleures, entre guillemets, démocraties au monde, et qui malgré tout a bloqué les fonds, bloqué même des collections de fonds participatifs pour un mouvement démocratique de protestation contre la politique euh, d'obligation vaccinale notamment des camionneurs. Et c'est, enfin, un grand nombre de personnes qui ont fait ces manifestations-là ont été censurées, leurs comptes ont été censurés, les fonds récoltés ont été bloqués, etc., etc. Euh, Oui, et ouais, donc il y a c'est important qu'on puisse protéger ces initiatives plus tard, parce que là c'est le Covid, ça peut être d'autres sujets ouais, ouais. à Ouais, l'avenir. enfin, il y a eu, enfin concrètement, il y a eu un autre, bon exemple, en Angleterre avec, un responsable politique, comment il s'appelle? Farage, donc qui est plutôt, je vais pas dire de conneries, mais je crois que enfin, il est plutôt très, très à droite. Bon, le type exprime ses idées, machin, on peut être d'accord, pas d'accord, là, à la limite, là, c'est pas le sujet. Le fait est qu'à à un moment donné, les banques, enfin, il s'est fait clôturer tous ses comptes et clairement, la raison était qu'il était politiquement exposé, enfin, voilà, en gros, c'était vraiment sur, critères politiques. Le gars, forcément, l'a pas bien pris et en fait, le truc, c'est que ça a été l'action a été tellement problématique que, le 1er ministre anglais de l'époque, heu, je crois que c'était Sunak à l'époque, a été obligé d'intervenir et de dire aux banques: «Là, ce que vous avez fait, ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que c'est pas possible. Vous pouvez pas, enfin, quoi qu'on pense politiquement de la personne, vous pouvez pas, entre guillemets, canceller un opposant politique, enfin voilà, voilà, qui existe sur le dans le paysage politique, voilà. Oui, et puis comme Mais tu bon. disais, c'est un contre-pouvoir qui est certes controversé, mais qui est important pour la vie de la démocratie. Ah bah, c'est indispensable, enfin, c'est indispensable et bon et là, on parle, enfin, bon, je peux parler sur des aspects, enfin, outils financiers, alors, qui est enfin, qui est un truc très important, mais évidemment, la même question se pose sur les outils de communication. C'est-à-dire que, alors j'allais dire enfin l'espionnage, la surveillance, ça a toujours existé, enfin, je veux dire même au Moyen Âge, enfin, ça existait, mais le fait est que, entre termes de contre-pouvoir, les gens ont toujours eu le moyen de se retrouver, en petits groupes, dans une pièce ou machin, d'avoir une conversation sans être écouté et c'est enfin, je veux dire, ça fait partie des contre-pouvoirs. Alors, on peut fantasmer sur, c'est des conspirations machin, non, des fois, enfin, c'est juste des gens qui ont des discussions et qui ont pas vocation à être écoutés et là, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a l'équivalent, heu, dans le domaine du numérique? La réponse est oui, avec les outils, de communication chiffrée, enfin les messageries chiffrées de bout en bout et ce qui est inquiétant, c'est que alors je comprends, hein, la logique, je comprends la demande, mais, cette logique qui revient sans cesse de vouloir, supprimer ces outils, enfin ou les interdire, heu, est problématique. Parce que, bah, ça veut dire qu'en fait on on veut faire disparaître du monde numérique où on a quand même une partie de notre activité de plus en plus importante, qui se déroule dessus. En fait, on veut faire disparaître comment dire? Oui, des contre-pouvoirs, qui existaient dans le monde physique et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que, passer du monde enfin, on est des sociétés qui sont de plus en plus, en ligne. Par contre, on peut pas perdre, au passage
des droits, enfin, ouais, des droits fondamentaux ou des contre-pouvoirs qu'on avait dans le monde physique, hein. Parce Hmm. que sinon, enfin, sinon c'est qu'on bascule dans autre chose, quoi. C'est nouveau type de société. Mais c'est pas, en fait, c'est peut-être ça aussi le sujet. Alors, enfin, je pense que la discussion, enfin, encore une fois, je pense qu'à part peut-être en Suisse, faut peut-être en pointe sur ça, mais sinon, je pense que la discussion, elle existe nulle part. C'est, en fait, c'est quoi une démocratie à l'ère du numérique, hein? Je pense qu'il y a peut-être une question à se poser, hein. Il y aurait Ouais. une discussion à Dans le avoir, hein. sens où la structure de la démocratie serait différente. Bah, enfin, différentes ou peut-être, enfin, c'est quoi les outils, c'est quoi les, enfin, ouais, les outils indispensables. Mais, et puis, enfin, moi, je pense que, enfin, c'est des sujets qu'il faut avoir, puis de manière très ouverte, mais y compris dans tous les sens. C'est-à-dire que si on prend la question dans l'autre sens, c'est-à-dire dans les abus, parce que bon, là, on parle des abus, entre guillemets, vis-à-vis du web, mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que, on- enfin, je pense qu'il faut aussi se poser la question de dans quelle mesure ces outils permettent, par exemple, à des pays étrangers de venir nous attaquer. C'est-à-dire que alors c'est souvent présenté maintenant sous l'aspect de la rigolade ou de la blague, c'est-à-dire, c'est toujours la faute des Russes ou des Chinois, qui viennent, raconter des conneries. Mais bon, effectivement, on peut en rire parce que je pense que des fois, ils ont bon dos. Mais la réalité, c'est que en fait, enfin, les réseaux sociaux, les outils de communication numérique, c'est devenu des outils d'influence et tous les pays le font. C'est-à-dire que je suis sûr que la France va aussi essayer de foutre la merde en Russie, enfin, je pense qu'on a des personnes, je sais pas où, mais chez nous, qui travaillent à aller faire de la désinformation en Russie via les réseaux sociaux. Et ça marche en sens inverse. Et à un moment, il faut quand même se poser la question, c'est comment aussi on se protège de ça. Parce que moi, je suis pour des réseaux sociaux ouverts. En même temps, je suis pas non plus pas pour que les Russes viennent foutre la merde en France. Genre, on se démerde déjà très bien tout seul pour s'engueuler entre nous. Donc, on n'a pas besoin que. Voilà. Et donc, je, je pense, enfin, qu'il y a, ouais, il y a des questions, enfin, il y a des questions, enfin, il y a pas de questions à se poser, en fait. Et il y a enfin, il faut aussi rester ouvert, je pense, sur le type d'outils dont on aurait besoin. C'est-à-dire que, enfin, moi, pour moi, enfin, en fait, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que je pourrais très bien imaginer des réseaux sociaux, tu vois, un réseau social, je sais pas comment dire, souverain, où en fait, chacun, il accéderait avec une identité, tu vois, officielle, tu vois, une espèce d'identité machin, machin. Moi, ça me dérange pas tant qu'à côté, on peut aussi avoir accès à des réseaux sociaux Alternative. ouverts. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire que avoir un réseau social où on est sûr de qui on a en face, c'est-à-dire qu'on sait que c'est, quelqu'un, enfin, alors, là, on va oublier qu'il y a des problèmes aussi après de vol d'identité, enfin machin, bon, admettons que ça soit simple. Mais déjà, voilà, des choses où potentiellement, en sachant après, faut enfin voilà, en sachant aussi tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, c'est-à-dire, des sûrement ce sera des réseaux où tu te retrouves avec plus de propagande officielle, machin, enfin voilà. Mais au moins tu sais ce que tu as, quoi, voilà. Parce Oui. que si on est honnête, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va dire, enfin publics, enfin qu'on a, enfin, 3/4 du temps, en fait, personne ne sait avec qui il parle, quoi. Enfin, à moins de rester dans un petit cercle très très privé, quoi, mais sinon, en fait, tu sais pas si tu enfin et là, je pense qu'encore on se réalise pas que enfin, là, je pense qu'on arrive à un stade où on saura même plus si on parle avec un être humain ou avec une IA, parce que je pense que là, on y est, quoi, quasiment. Ouais, quasiment. Mais comme tu dis, c'est important d'avoir plusieurs alternatives, quoi. Et c'est un peu déjà ce qu'on a eu là dernièrement avec Hello Kitty, les pros Twitter, etc. Il y a un arbitrage qui se fait, mais on va quand même dans une tendance à les régulateurs veulent interdire X, veulent interdire ça, etc. Et veulent pas forcément permettre de choses ou éduquer sur certains sujets la population. C'est Oui, plus dans la ouais. restriction que dans la motivation. Ouais, mais ça, enfin, je pense qu'en fait, c'est une réaction enfin, épidermique, enfin, et un peu dans la panique, hein, qui est révélatrice en fait de, ben, justement, voilà, d'une discussion qu'on a, que personne, enfin, qu'on n'a pas eue, et d'une réflexion qu'on n'a pas eue. Hmm. Voilà, mais il n'y a pas qu'en France, hein, je veux dire, c'est partout, hein, en fait, on découvre ces outils au fur et à mesure, qu'on les utilise, hein. Tu vois, c'est vrai pour Bitcoin, mais c'est vrai pour les réseaux sociaux aussi, en fait. On on découvre au fur et à mesure, les dynamiques qu'il y a autour et les problèmes et les avantages que ça présente et voilà, Ouais, bien sûr. mais Euh,
Peut-être pour clôturer sur ce sujet, j'invite l'audience à s'intéresser à Noster. On en parle quand même pas mal. C'est une des alternatives les plus prometteuses, même si elle n'est pas parfaite et encore en développement. Mais c'est un sujet très intéressant à approfondir. Bah, avec Cryptost, j'avais fait une vidéo, un article, etc. Pour ceux qui sont intéressés, on a fait pas mal de documentation là-dessus. Et il y a une question de cryptomancien avant de revenir un peu sur Bitcoin, qui demande est-ce que tu as utilisé BitMessage? Je sais pas tout ce que c'est. Alors non, j'ai jamais utilisé. Par contre, je me souviens avoir vu je me souviens du nom, mais ça, c'est vieux, hein. Ok. C'était vraiment vieux, mais par contre, ouais, non, je suis arrivé trop tard pour l'avoir utilisé, mais je me souviens du nom, ouais. Je crois même que je me demande s'il y avait pas, ça avait pas été prévu en option pour BIP47 à l'époque. Ok. Ah donc c'est quand même en lien avec Bitcoin, c'est pas quelque chose d'alternatif. De mémoire, ouais, ouais, je crois que c'était lié à Bitcoin, ouais. C'était dans l'écosystème Bitcoin. Ok, Je dis peut-être une connerie, mais il me semble. ok, intéressant. Et une autre question qu'il avait posée il y a quelques minutes, donc ça nous servira de transition pour revenir un peu plus sur le sujet autour de Bitcoin. Quelle est ta définition des termes CoinJoin, Mixer et PayJoin, qui sont des termes qui Ah, sont un peu mélangés. ouais, ouais. Beaucoup ne font pas vraiment de différence entre les trois. Moi-même d'ailleurs, je ne Non, saurais pas expliquer. ouais, mais alors, c'est un peu comme enfin, beaucoup de choses dans Bitcoin. Le problème, en fait, c'est que les termes, le sens des termes a évolué dans le temps. Euh, donc, ça complique un peu les choses. Alors, euh, le terme, initialement, le terme mixeur était plutôt utilisé pour définir les premiers outils de protection de la vie privée, enfin, qu'on trouvait autour de Bitcoin, qui étaient plutôt des outils custodiaux, centralisés. C'est-à-dire que le service, en gros, récupérait vos Bitcoins et vous en donnait d'autres, quoi, qu'il avait reçu d'autres utilisateurs. Donc, en gros, c'était plutôt comme des swaps, mais décalés dans le temps, quoi. Donc, voilà. Et ce terme-là, il est plus ou moins toujours resté. Enfin, dans l'écosystème Bitcoin, tout le monde comprend le terme mixeur dans ce sens-là, en général. Le terme conjoin, alors ça, c'est propre à Bitcoin. Donc ça a été initialement proposé par Greg Maxwell et ça, l'idée, en fait, c'est une transaction avec plusieurs participants et dans le terme, initial, enfin tel qu'on le comprenait initialement, c'était en fait ce que maintenant on appelle des conjoins avec des sorties, de montants égaux. Donc, pensez plutôt des conjoins à la Whirlpool ou à la Wasabi. Donc ça, c'était le terme tel qu'on le comprenait initialement. Aujourd'hui, le terme, ça a un peu évolué et en fait, conjoint, ça a pris un sens plus large. Enfin, ça fait quelques années hein, que c'est ça. Et en gros, ça couvre un peu, en gros, transactions collaboratives. C'est c'est en gros, si on y a plusieurs, on se met ensemble pour faire une transaction Bitcoin. C'est en gros un conjoint. Et du coup, ça regroupe un nouveau type, enfin, un type de transaction collaborative qui est plus récent, qu'on appelle PayJoin. Et donc, qui est en fait une transaction collaborative enfin, avec deux participants, où il y en a un qui paie l'autre. Et la particularité, en fait, c'est que cette transaction ressemble à un paiement normal. C'est-à-dire, en fait, c'est indiscernable d'un paiement normal qui serait fait par une seule personne à une autre personne. Voilà. Et bon, et après, ça a des propriétés particulières, voilà, qui sont, on va dire, qui sont plutôt bien en termes de protection de la vie privée, voilà. Mais donc, ça, c'est le terme PayJoin. Et, et aujourd'hui, on considère que ça fait partie des conjoints, en fait, voilà, puisque c'est truc collaboratif. Voilà, donc ça, c'est les termes, en fait, tels qu'ils ont été utilisés historiquement. Après, si on voulait être, je vais foutre la merde, mais si on voulait être un peu rigoureux, en fait, ce qu'on appelle mixeur, c'est pas des mixeurs. En fait, il faudrait appeler ça, je sais pas, des swappers ou je sais pas, des exchangers ou enfin, voilà, c'est plutôt l'idée qu'en fait, on s'échange des coins, mais c'est pas du mixing. Et en fait, ce qu'on appelle conjoin, pour le coup, enfin, le terme mixing, en fait, il a un sens en mathématiques. Et en fait, ce qu'on appelle le conjoin, enfin, les conjoints avec des sorties de même montant, enfin, pense Whirlpool, par exemple.
Ça, c'est du mixing, dans le sens, mais pur et premier mathématiquement du terme. Voilà. Mais bon, on évite maintenant de l'utiliser parce que enfin, le terme mixeur, il est tellement connoté maintenant dans le monde crypto et notamment comme étant entendu comme outil custodial. Donc, on évite de dire que les coin sont des mixeurs. Voilà, même si ça aurait du sens dans une certaine mesure. Ouais, c'est un mot à éviter. Et Bref, ouais, ouais, mais c'est bon. Après, enfin, il y a plein de termes comme ça en fait enfin, dans Bitcoin. En fait, ça, les choses ont été pas forcément bien nommées, enfin voilà, ou sans trop y penser initialement. Et après, entre guillemets, le terme est cramé, quoi. C'est-à-dire hmm, que après, on sait plus trop comment l'utiliser, enfin, ou on se rend compte que ça fait croire des choses aux gens alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce que ça fait. Enfin, voilà. Mais enfin, il y a plein d'exemples comme ça, hein, tu sais. C'est pas propre à CoinJoin ou à Mixing. Voilà. ok. Et donc toi, tu as travaillé de manière, comment dire, enfin très proche dans le projet même de Samurai Wallet. Et on fait souvent le Oui. parallèle entre Whirlpool, donc qui est un protocole de Samurai Wallet. On fait souvent un parallèle avec Tornado Cash, qui a bah, au final plus ou moins subi la même chose euh, que, que Whirlpool et Samurai, mais avec plusieurs années d'écart. Comment est-ce que toi, personnellement, ou vous, au sein de Samurai, selon ce que tu veux nous dire, tu ou vous avez ressenti ou vécu cette arrestation des développeurs de Tornado Cash? Est-ce que vous redoutiez que ça allait arriver aussi pour vous, ou que ça allait vous toucher d'une manière ou d'une autre? Enfin, alors, le truc, ça, je pense que enfin, même avant ça, normalement, je veux dire, toute personne en fait qui travaille sur ce sujet-là, mais même avant les arrestations, même, je veux dire, même bien avant Tornado Cash, en fait, tout le monde comprend qu'en fait, de toute façon, le sujet, et enfin, c'est pas que miner, c'est pas le bon terme parce que c'est pareil, c'est un peu connoté comme terme, mais c'est un sujet sensible et notamment qui est politiquement sensible. C'est-à-dire que, en fait, enfin, c'est une conjonction de sujets sensibles. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est politiquement sensible, parce que bon, on parle quand même, voilà, d'une monnaie non contrôlée par un État en particulier. Enfin voilà, une monnaie publique. Donc déjà politiquement, on sent que de toute façon, ça tend les gens. Voilà, ça c'est une première chose. Et qu'en plus vous parlez du coup derrière de protéger la vie privée, et donc enfin, certains voient ça comme, enfin, encore une fois, c'est pas la question, mais certains voient ça comme une volonté d'obscurcir les flots. Enfin voilà, donc là, je veux dire, ça rajoute une deuxième couche de sensibilité. Donc normalement, enfin, n'importe quel développeur qui se lance dans un projet comme ça, il sait qu'il met les pieds dans quelque chose qui est sensible. Donc après, tout le monde ne le gère pas de la même manière. Mais par exemple, je sais que les fondateurs de Samurai, de ce point de vue-là, étaient pas du tout enfin, des perdreaux de l'année ou des innocents. C'est-à-dire que ils ont été accompagnés, je pense, alors, je sais pas quand ça commence, peut-être pas depuis 2015, mais ils ont été rapidement accompagnés par un avocat qui les a accompagnés en disant ça, vous pouvez faire, vous êtes dans les clous, ça, vous n'êtes pas dans les clous. Enfin voilà. Et ce qui fait que, en fait, c'est tout le sujet aujourd'hui du procès qui est en cours. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait les a toujours, enfin, ils ont toujours été dans les clous, je pense, de ce que permet, enfin, ou en tout cas de la manière dont tout le monde comprenait le cadre légal aux États-Unis et puis de ce que permet, je pense aussi la Constitution américaine, quoi. Donc, mais cela dit, je pense que tout le monde sait que c'est voilà, c'est forcément sensible. Et puis j'imagine la première personne qui a manifesté un peu ça, que c'est un sujet sensible, c'est Satoshi lui-même en disparaissant. C'était un Oui, mais peu alors, la oui, première raison. oui, oui, mais alors après, c'est là le truc, c'est qu'en fait, c'est des terrains mouvants, mais c'est un peu comme le sujet de la custodie où on sent que il y a les choses telles qu'elles sont à un instant T, et puis il y a les choses telles qu'elles pourraient devenir à l'instant T plus un, quoi. Mais oui, clairement, historiquement, bon, on sait que un système qui est centralisé, alors c'est encore pire si en plus ça tourne sur du dollar. C'est-à-dire qu'avant Bitcoin, voilà, il y a eu Liberté, c'était
comment ça s'appelait? Liberty Dollar, je crois. Enfin voilà, il y a eu quelques essais, ça s'est pas bien terminé. Alors il y avait le fait que c'était en custodial, et puis il y avait le fait effectivement que en gros c'était du stablecoin, enfin c'était du dollar sous une autre forme. Donc ça, bon, clairement, c'est clair, enfin ça pouvait pas bien se passer. Je pense que Satoshi, il était très conscient de ça. Enfin voilà, entre guillemets, son pseudonymat, enfin, il vient pas de nulle part. C'est sûr qu'il comprenait les risques. Euh, après, le truc, c'est que ouais, ce qui est compliqué en fait, c'est que les sujets sont mouvants, et ils sont mouvants en fonction des majorités politiques, enfin en fonction des pays et en fonction des majorités politiques à un instant T dans un pays. Et en fait, c'est là où c'est encore compliqué pour l'instant, même aux États-Unis. C'est-à-dire que bon, là, effectivement, bon, tout le monde peut sentir qu'on est plutôt dans un truc positif, un mouvement positif aux États-Unis depuis qu'il y a l'administration de Trump, parce que bon, voilà, enfin, ils disent assez clairement, ils sont pro-crypto, enfin, et ce qu'ils aiment va dans le bon sens. Mais le fait est que pour l'instant, c'est purement de la bonne volonté liée à cette majorité-là. Si dans 4 ans, la majorité change, que les démocrates reviennent au pouvoir, il est probable que ça tournera en chasse aux sorcières, et que l'industrie crypto américaine sera envoyée au goulag. Enfin, fait que je te perçois en fait, la situation politique aux États-Unis, enfin, moi, c'est ce que je prédis. Donc, aux États-Unis, là, je pense qu'ils ont un vrai sujet, enfin, et qui, à mon avis, est urgent. C'est que il suffit pas des bonnes intentions de l'administration Trump. Il faut que enfin, les juristes américains qui bossent dans la crypto fassent inscrire dans la loi ce que c'est, enfin, quel est le droit à la custodie que les gens ont, euh, quels sont les droits des développeurs, enfin, les protections des développeurs, des mineurs, tout ça. Parce que sinon, honnêtement, ça se passera pas bien pour l'industrie crypto américaine. Enfin, je pense qu'il y aura une purge, hein, sinon dans quelques années. Et, et en Europe, bah, je pense qu'on est directement rentré dans la phase de purge, quoi. Enfin, voilà, on n'est même pas rentré dans la phase lune de miel avant, quoi. Ouais, c'est. Donc, voilà. Ouais. Mais est-ce que parce que justement c'était un sujet aussi que j'avais prévu d'aborder avec toi, c'est bah, toute cette ce relâchement des régulations avec les États-Unis, notamment grâce à l'administration Trump. Mais est-ce que justement le fait que bah, déjà il va rester pour encore 3 ans et demi, et est-ce que justement ce qu'il est en train de mettre en place, potentiellement avec un bull market de Bitcoin, ça va pas faire réaliser certaines personnes, et surtout potentiellement faire passer des lois qui ne sont pas prêts de changer, peut-être pas à l'échelle fédérale des États-Unis, mais peut-être à l'échelle des États. On parle par exemple du Texas qui est pas mal pro-Bitcoin, ou d'autres États, l'Arizona, New Hampshire, qui ont fait passer des lois sur les réserves stratégiques. Et même il y a la Louisiane aussi qui a fait passer une loi sur la protection de la self-custody. Il y a un autre État aussi qui m'échappe. Est-ce que tout ça, ça pourrait pas justement créer des lois presque immuables, enfin qui changeraient pas, Bah, selon toi? ouais, honnêtement, là, je saurais pas prédire l'avenir, enfin, comment ça va tourner, mais en fait, là, il y a une vraie question qui va se poser, en fait, c'est autour du statut que les États voudront bien accorder ou à Bitcoin. Et à partir de ça, beaucoup de choses en découleront. C'est-à-dire que s'il y a une vraie volonté, effectivement, de faire de Bitcoin de l'or numérique, enfin, voilà, on va dire l'or du 21e siècle, je pense que et donc, tiens, très naturellement, il y a tout un ensemble de choses qui découleront et qui se, enfin, on en dérivera des lois, et notamment enfin, des lois de protection des développeurs de ça. C'est-à-dire que si on veut de l'or, encore une fois, si on veut retranscrire ce qu'on a du monde physique dans le monde numérique, là, euh, et en fait, enfin, si on veut quelque chose, en fait, si on veut éviter de reproduire le système du dollar, c'est-à-dire une monnaie mondiale, mais qui est, euh, qui est à la main d'un État, il faut qu'on bascule sur une alternative qui est crédiblement neutre. Et une alternative qui sera crédiblement neutre, moi je pense que ça pourrait être Bitcoin, mais pour qu'elle soit crédiblement neutre, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent sur cette techno-là
soient considérés comme, des gens qui travaillent sur quelque chose de neutre. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas criminaliser les gens le fait de travailler sur le protocole ou le fait de travailler sur, des outils de protection de la vie privée. Tel que je le comprends actuellement, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente, l'administration Trump va dans ce sens-là. Enfin, c'est ce qu'il laisse entendre. Après, tant que c'est encore une fois, tant que c'est pas traduit en éléments concrets, en loi concrète, voilà, tout peut arriver. Ah et alors ça, c'est une chose et après c'est, que les autres pays, enfin comment les autres pays considéreront la chose. Voilà. Après, tu vois, j'en sais rien, hein, s'il faut, peut-être que l'objectif de Trump est de prendre la main totalement sur le protocole Bitcoin et bon, auquel cas, tu vois, passer de telles lois, ça a pas de sens, tu vois? Autant, plutôt, se permettre de pouvoir mettre la pression, sur les développeurs, à fond, quoi, tu vois? Donc en fait enfin, je pense que les lois qu'on verra seront d'une certaine façon révélatrices de la vision que les politiques ont vraiment de Bitcoin, du protocole. Ouais, après, certaines personnes pensent que, enfin, c'est un peu à prendre pas dans le complotisme et dans la boule de cristal, mais disent que bah, Trump se monte pro crypto maintenant pour potentiellement plus tard de s'accaparer Bitcoin et plus tard changer d'optique pour au final tenter de favoriser le dollar et d'éviter une hyperinflation ou en tout cas la fin de son statut hégémonique et potentiellement s'attaquer à Bitcoin, aux développeurs, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as peur ou que tu penses pas ou est-ce que tu crois pas du tout à un tel scénario? Ah, honnêtement, je saurais pas dire, tu vois? Je saurais pas dire ce que c'est. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, enfin, de toute façon, même, enfin, les Américains sont pas forcément clairs enfin, c'est quoi tu vois, c'est quoi c'est quoi le game, quoi? Hmm. OK, ils disent, on va faire une réserve, OK, on va accumuler 1 million de bitcoin. OK, super, mais c'est quoi voilà, c'est quoi l'enjeu, réel, tu vois? Et je pense que c'est ouvert, en fait, hein. Aujourd'hui, je pense que, enfin, à l'heure actuelle, je pense que tout est ouvert. J'ai toujours du mal à croire que des hommes politiques lâchent, du pouvoir, mais de manière volontaire. Et tu vois, c'est là où c'est compliqué, en fait. C'est que, tu vois, j'ai du mal à imaginer des gouvernements américains lâcher l'avantage énorme que leur procure le contrôle du dollar. En même temps, si on raisonne de l'autre côté, le dollar tel qu'il existe aujourd'hui, il est fou aussi dans la merde. Enfin, je pense que c'est un peu leur sujet pour eux là. Et donc, d'une certaine façon, ils ont sûrement aussi envie de sortir de ça. Donc, tu vois, la question, c'est finalement, bah, ouais, où est-ce qu'ils vont mettre le curseur dans le futur. Enfin, c'est ouvert. Oui, et puis si on veut aller plus loin, enfin moi je vois l'accaparement de ce sujet crypto par Trump, par les États-Unis de manière générale, comme une façon de promouvoir notamment les stablecoins, qui eux sont une échappatoire justement pour la dette des États-Unis, qui est bah, Tether par exemple, le l'émetteur du plus gros stablecoin et l'entreprise, enfin l'entité en fait qui achète le plus d'obligations des États-Unis devant des pays comme l'Allemagne, la France, je crois qu'ils étaient top 5 ou top 6 mondial. Donc aussi ça peut être une manière pour Trump de dire ah bah c'est bien parce que cet écosystème là, vu que lui je pense ne fait pas vraiment la différence entre Bitcoin et le reste, c'est bien parce qu'ils achètent ma dette. Et donc ça peut être une sorte d'entre-deux. Oui, c'est très possible. Enfin, moi, j'ai vu après, toi, je m'y connais pas assez, voilà, mais j'ai vu, enfin, des théories passer comme ça sur le fait qu'en fait, le but principal, enfin, ou le but prioritaire de Trump, de son administration là, outre la crypto, ça serait effectivement d'essayer de monter une espèce de réseau dollar parallèle au celui qui existe, qui serait entre guillemets, alors c'est, entre un peu moins, ankylosé, tu vois? Un peu moins régulé, enfin, pour que justement ça circule et parce qu'en fait la théorie c'était que les États-Unis, ils trouveraient leur compte d'un point de vue économique. Heu, voilà, sous-entendu qu'en fait le régime, FATF qu'on a aujourd'hui, enfin, régime GAFI en français, qu'on a aujourd'hui en fait, tue leur,
tu tues un peu enfin, ralentis trop les mouvements et que donc, pour que ça circule un peu plus, de manière un peu plus fluide, ils voudraient monter un réseau parallèle. Voilà. Après, je sais pas. Ouais, quand je vois la façon, enfin, la façon dont il est possible de contrôler, alors surtout enfin, tout ce qui est stablecoin, quand je vois la façon dont il est encore plus facile de contrôler justement les flux, bon, j'ai dû quand même, enfin, je suis un peu sceptique sur, mais bon, je sais pas. Ouais, c'est un sujet assez complexe je pense, à prédire et à explorer. Il y a aussi, bah, il y a pas que les stablecoins. Il y a aussi, par exemple, cette news qui a été faite il y a plusieurs mois, c'était les beat bonds, qui sont en gros des obligations américaines, du trésor américain, mais qui sont composées à 10% de Bitcoin, ce qui pourrait permettre en fait une exposition en BTC, mais qui est rémunéré seulement à 1% de taux d'intérêt. Donc on va se dire, mais pourquoi est-ce que des investisseurs iraient acheter ces bit bonds à 1% d'intérêt quand tu as des obligations classiques qui sont à 5 ou 6%? Bah, en fait, c'est parce qu'il y a 10% de Bitcoin et que si on part du principe que Bitcoin gagne entre 50 et 100% en moyenne par année, et ben ça dépassera largement les 5 à 6% des bonds classiques. Et ça avec une exposition de seulement, entre guillemets, seulement 10% Mm. sur Bitcoin. Ouais. Enfin, je pense qu'ils sont pas. Enfin, ils vont avoir plein d'idées pour trouver des moyens de faire racheter leurs dettes. Ah ben, enfin, là, je pense avec enfin, dans les 4 années qui arrivent, notamment venant des États-Unis, ça, je pense ça va être, comment on dit, une explosion cambrienne d'outils, de nouveaux outils financiers à la sauce crypto, divers et variés. Ça, je pense qu'on va en voir plein, quoi. Ouais. De toute façon, enfin, il est probable que, enfin, enfin, entre les prochains scandales, enfin, les prochaines sources de crash qu'on verra, de toute façon, enfin, ça viendront de Wall Street, quoi. Je pense que les trucs un petit peu artisanaux, enfin, ou, euh, ou la sauce 100% crypto là, qu'on a vu dans le NIF, enfin, dans les précédents cycles, ça, je pense que, ben voilà, maintenant, ça va basculer. Enfin, là, je pense que d'ici 4 ans, enfin, voilà, en vrai, enfin, c'est triste à dire, mais je pense que pour la plupart des gens, quand ils parleront de crypto, ouais, ça sera des outils de placement financier que leur banquier ou leur broker leur aura proposé. Pas, enfin, je ne sais même pas si les gens sauront encore qu'il est possible d'acheter directement du Bitcoin, quoi. Ouais, voire même pire, bah, il suffit de regarder les derniers papiers de la Banque Centrale Européenne sur Bitcoin, où ils commencent déjà à entrevoir la possibilité de désigner les Bitcoiners comme la source d'un potentiellement effondrement économique, comme ceux qui bah, ont investi dans Bitcoin tôt et donc ils volent au final l'argent des derniers entrants. Enfin, toute la théorie du Ponzi autour de ça. Donc je pense que en fait, je pense que l'avenir que tu décris, celui de Bitcoin, c'est un actif financier et les gens l'achètent via des ETF, c'est limite optimiste comparé à ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Bah, ouais, moi, enfin, après, enfin, encore une fois, je prédis pas l'avenir, machin, mais moi, j'ai une thèse qui est très simple, hein, c'est que dans l'histoire, en fait, enfin, l'histoire, ça se lie à plusieurs niveaux, enfin, à plusieurs échelles, tu vois, à plusieurs échéances temporelles. Et donc, tu vois, il y a des cycles courts, il y a des cycles longs. Je pense, et malheureusement, je pense que plus ça va, plus ça se précise, mais je pense qu'on est sur une fin de cycle, premier plus ou moins long, enfin, un cycle intermédiaire, voilà, enfin, sur quelque chose qui est pas globe, enfin, voilà, donc une période un peu chahutée, je pense qu'on rentre dedans, si on peut pas dire qu'on est déjà rentré dedans. Et je pense que Bitcoin en fait, c'est juste le symptôme de ça, quoi. C'est l'outil qui est adapté à sa période. Et en fait, heu, alors, enfin, je comprends l'attrait sur un outil, enfin, un asset qui s'apprécie, mais je pense que, ne voir Bitcoin que sous cet angle-là, je pense que c'est raté,
un grand truc par rapport à l'époque actuelle. C'est-à-dire que la vraie force du Bitcoin, encore une fois, c'est la custodie. C'est-à-dire que le sujet, enfin, un truc qui a jamais, enfin, qui a toujours existé, qui a pas changé, c'est la spoliation. Voilà. Et Bitcoin, si tant est qu'on est, encore une fois, là, on revient à ce qu'on disait initialement, c'est avoir les réflexes, tout ça, mais euh, Bitcoin est aujourd'hui le meilleur outil qu'on puisse avoir contre la spoliation, d'où qu'elle vienne. Et quand on est dans des époques troublées où bah, du jour au lendemain, tu peux passer de citoyen lambda à effectivement ennemi du peuple, juste parce que quelqu'un a décidé que en fait, tous les problèmes du monde sont ta faute, hein. Donc, que ce soit parce que tu es bitcoiner ou parce que tu es de droite ou parce que tu es de gauche ou parce que, enfin, tu vois, tu as les cheveux bleus ou blonds ou je sais quoi. Tu vois, enfin, quand ça devient aussi, enfin, la situation sociale devient aussi volatile, avoir quelque chose qui te protège de la spoliation, enfin de la perte complète et qui, entre guillemets, te permet de recommencer ta vie ailleurs, bah, enfin, c'est juste un outil fondamental. Et je veux dire, enfin, pour moi, il y a pas de secret à ce que les, les gens qui ont le mieux compris ou qui ont compris Bitcoin le plus rapidement, ce sont des gens qui vivent dans des pays qui ont connu des catastrophes économiques ou politiques majeures. Ah, tu vois, que le fait que les gens en Amérique du Sud ont très rapidement, ou qu'en Afrique ont très rapidement compris Bitcoin, pour moi, il n'y a pas de secret, hein. C'est le symptôme de quelque chose, quoi. Hmm. Oui, et puis enfin, c'est quand même la self-custody, justement, cette résistance à la censure qui lui donne de la valeur. Donc, Ah ben, s'il n'y avait oui. pas ça, il n'y aurait pas l'outil financier à côté. Bah, ça, je pense qu'il faut, enfin, faut pas sous-estimer la puissance de la hype, hein. C'est-à-dire que, Est-ce que ce enfin, serait durable? enfin, j'espère vraiment pas que ça n'arrivera là, mais je pense qu'on pourrait très bien avoir un jour un Bitcoin en fait enfin, où personne n'en a en custodie machin, mais il y a toujours un ticker, il y a toujours un prix avec des gens qui spéculent dessus, et, euh, et ça se maintiendrait, hein, et les gens continueraient à mettre de l'argent dessus. Voilà, hein. Je veux dire, enfin, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quand même eu un truc qui s'appelait, c'était OneCoin, je crois. Les gens ont massivement investi dedans. Et je veux dire, il n'y avait même pas une blockchain, hein. Il y avait une base de MySQL, quoi. Et un pauvre serveur web. Mais c'est Ouais. un avenir. Je veux dire, c'est possible que ça arrive, mais est-ce que ce sera durable, une situation comme ça? Est-ce que les gens, au bout d'un moment, vont pas se faire scam comme Lehman Brothers et en avoir marre et passer en Ah self-custody? ben, après, enfin, tu sais, c'est un peu comme le système de retraite, hein. Quand Oui. tu as des millions de gens qui sont embringués dans le truc, plus personne veut laisser tomber la chose, hein. Au bout d'un moment, Ah, ça va tomber, ouais. ah ben oui, oui, bah, de toute façon, enfin, je pense qu'il comment dire, faut être honnête. Les bitcoiners qui sont pro adoption massive, je veux dire, c'est pas, enfin, peut-être, enfin, si je me trompe, certains d'autres, enfin, d'autres le diront, hein, mais je pense que les bitcoiners qui sont pour l'adoption de masse, hein, c'est pas pour le bienfait de l'humanité, hein. C'est juste pour que tout embringuer tout le monde, parce qu'ils pensent que ça va entre guillemets garantir leur investissement. Voilà. Moi, honnêtement, enfin, enfin, j'ai jamais poussé personne tu vois, enfin, j'ai jamais vendu Bitcoin machin. Si les gens me posent des questions, j'y réponds, mais tu vois, quand on me dit est-ce qu'il faut investir, je dis bah, bon, moi je pense que ça peut pas dire, mais après, enfin voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et enfin, l'adoption massive pour l'adoption massive, je pense que c'est malhonnête, hein. Je pense que enfin, c'est une motivation qui est malhonnête, voilà. Ouais, Après, ça dépend. Excuse-moi, vas-y. bref, non, 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 mais là, la réalité, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on pourrait pas enfin, embarquer tout le monde dans le système. Donc, enfin, en self-custody. Donc, déjà, à partir de là, euh, on sait que c'est pas, enfin, déjà, on sait que aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, bon, déjà, ouais, ça répond partiellement à la question. Euh, Mais après, la question, c'est pourquoi, tu vois? C'est-à-dire que moi, les gens me disent, oui, mais de toute façon, enfin, les gens sont feignants, personne ne voudra, enfin, la plupart voudront jamais faire la fête, plus tout dit machin, tout ça. Bah, ok, mais dans ce cas-là, bah, peut-être qu'ils ont juste pas besoin de l'outil parce que, de toute façon, un Bitcoin qui n'est pas en self-custody, euh, encore une fois, bah, effectivement, je pense, ne sert à rien. Enfin, à part faire de la spéculation, mais auquel cas, il n'y a pas besoin de tramer des TRH. Enfin,
tu pas besoin de je sais pas combien de gigawatts, d'électricité. Une bonne base, MySQL fera très bien l'affaire, hein. Donc Oui, c'est sûr. voilà. Bah, pour revenir à ce que tu disais, moi je pense que ça dépend de la manière dont tu parles de Bitcoin parce que moi par exemple j'en parle presque tous les jours à tout le monde que je croise, etc. Mais c'est vrai que je le présente pas sous l'angle de l'investissement, plus d'un outil de protection, voire de libération. Donc en effet, il y a une certaine perversion dans les Bitcoiners, dans la communauté Bitcoin, notamment ceux qui euh, parlent beaucoup de micro-stratégie ou qui euh, banalisent un peu Strike et Jack Mallers, ou des gens ils vont dire ah oui la CFDI c'est bien mais j'ai confiance en Jack Mallers. Enfin il y en a quand même beaucoup des Bitcoiners comme ça et qui parlent que du côté investissement, et ça ouais je pense que c'est un problème. Mais si on présente Bitcoin d'un point de vue souverain, je sais pas si on peut dire souverainiste, mais euh, plutôt individualiste et protection. Euh, je pense que c'est plus louable en tout cas. Bah, oui, non, mais après, enfin, tu vois, j'allais dire, enfin, chacun fait, enfin, chacun fait ce qu'il veut, enfin, voilà, ou investit pour la raison qu'il veut, là, enfin, tu vois, après, moi, je suis pas non plus un ultra, c'est-à-dire que, tu vois, des gens, enfin, tu vois, par exemple, j'ai rien contre les dégènes, c'est-à-dire si les gens ont envie de gambler, sur le même, du bitcoin, de la crypto, enfin, moi, je veux dire, grand bien leur face, tu vois. J'ai aucun problème moral avec ça. Après, moi, je suis juste pour enfin, ne pas vendre les choses aux gens sous de mauvais prétextes, tu vois, enfin, ou pour Hmm. enfin, parce que enfin, voilà, ça c'est de l'arnaque, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, si tu vends Bitcoin aux gens en leur disant, bah, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre, vous pouvez encore faire je sais pas, un fois 5 un fois 10 très bien, hein, parce que je veux dire, c'est pas, a priori, il y a peut-être moyen, et je veux dire, tu vois, enfin, quel que soit l'argent que les gens ont, tu vois, personne ne crache sur un fois 5 ou un fois 10 hein, tu vois, c'est toujours ça de prix, donc. Tu vois, il y a pas non plus de raison voilà, de payer les gens. Mais par contre, voilà, dire aux gens, acheter des actions, enfin, effectivement, MicroStrategy, et ça va vous libérer de je sais pas quoi d'ailleurs, et ça va vous libérer. Bah non, 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 ça c'est un scam, ça. Voilà. Oui. Mot très connecté aussi, le mot scam. Mais qui est pas qui est pas si intense que ça. Scam, ça veut juste parler de quelque chose de malhonnête. Et quand on dit ce mot-là, Ouais. les gens s'imaginent que c'est la fin du monde. Mais bref, c'est un autre sujet. Et peut-être pour revenir sur le sujet de Samurai, Samurai Wallet, est-ce que tu peux Ouais. nous... Comme ça, on va peut-être clôturer dessus. Et si jamais il y a des questions dans l'audience, n'hésitez pas à poser les questions, voire à demander la parole. Sinon, on va clôturer après cette question. Est-ce que tu pourrais nous résumer l'avancée du procès? Où est-ce qu'on en est? Quelle étape? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et quand est-ce que ça Ouais. pourrait se terminer bien, on l'espère? Et si c'est possible, Vaste question, ouais. selon toi? Alors ça a pas beaucoup avancé pendant très longtemps. C'est-à-dire que l'arrestation a eu lieu en avril 2024. Je sais plus la date exacte, mais c'était avril 2024. Autour du 24, je crois, 24-25. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça, ouais, vers la fin du mois, je crois, ouais. Il s'est vraiment pas passé grand-chose pendant longtemps. C'est-à-dire que, enfin, déjà, il s'est écoulé 2 mois, enfin plus de 2 mois avant que Bill soit extradé aux États-Unis pour avoir sa première audience, et qu'ensuite, enfin, ils lui permettent de revenir au Portugal, en attendant. Et donc ensuite, à partir de là, ils sont rentrés dans ce qu'aux États-Unis, ils appellent, la phase de découverte, de discovery. En gros, l'idée, c'est que le ministère public, livre à la défense les éléments qu'ils ont, et en fait, quand je dis qu'ils livrent à la défense, c'est-à-dire qu'en fait, ils livrent au fil de l'eau parce qu'en fait, leur enquête continue, et souvent, en fait, le gros de l'enquête est fait pendant cette phase-là. Donc parce qu'ils ont fait oui, ils ont fait des saisies, de matériel, de serveurs, d'ordinateurs, enfin et cetera. Donc ils analysent tout ça, ils essaient de craquer les disques encryptés, enfin, ils essaient d'accéder à des boîtes de mails, enfin bon voilà. Bref, ils font un travail d'investigation, hein, et donc au fur et à mesure, ils partagent les éléments qu'ils ont, enfin, qu'ils comptent utiliser avec la défense.
Donc là, ça fait des mois en fait qu'ils étaient dans cette phase-là. Le ministère public a livré, je sais pas combien de téraoctets de données. Enfin bon, en fait, c'est une espèce d'attaque de déni de service sur la défense. Ce qui, en fait, pose le premier challenge pour la défense, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'ils doivent payer leur caution pour rester chez eux et ne pas être en prison, bah, forcément, ils doivent payer les avocats. Et en fait, payer les avocats, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer, pas forcément. Alors, il y a les avocats principaux, mais après, il y a tout le reste de l'équipe qui, en gros, doit analyser les téraoctets de données pour trouver les éléments bah, voilà, que, que le ministère public pourrait utiliser. Parce qu'évidemment, le ministère public ne dit pas quels éléments il va utiliser. Et lui, il balance tout. Enfin, tout ce qu'il peut. Enfin, voilà, et puis, ce qui l'intéresse est caché au milieu. Donc en fait, là, il y a un premier enjeu, c'est d'arriver à lever des fonds pour, entre guillemets, embaucher des avocats juniors qui vont faire ce travail bah, d'analyse de téraoctets de données pour trouver ce qui est relevant ou pas. Donc ça, c'est ce qui s'est passé voilà, depuis en gros bah, quasiment un an, quoi. Hein. Donc c'est un travail en gros, c'est un travail d'usure, voilà, avec et il y a quasiment pas eu d'audience, hein. Enfin, et les audiences, je crois qu'il y en a eu une ou deux. Je ne vais pas dire de Et bêtises, mais je pense. juste avant je te coupe avant de continuer, est-ce qu'on peut, nous, en tant que lambda, on peut contribuer à cette levée de fonds, cette récolte de données, si jamais on veut les soutenir? Ah oui, oui. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Et Bah, là, c'est où je vous invite. Alors, c'est un site qui s'appelle p2prights.org. Ok. P, P2P Rights, RIGHTS.org. En fait, c'est pas une association, je sais pas comment dire ça. Enfin, je le connais très bien. Je sais pas s'il est avocat ou, enfin, c'est quelqu'un qui travaille dans le monde comment dire, du juridique aux États-Unis et donc qui est 100% focalisé sur le truc crypto. Et en fait, il a monté cette organisation-là. Alors, pour l'instant, il est focalisé sur le sujet, enfin, sur ce procès-là, mais son idée, c'est en fait de monter un fonds qui permettra de défendre tous les développeurs qui seront attaqués sur ces sujets-là, soit de self-custody, soit de protection de la vie privée. Enfin, voilà, et donc, il y a un système, vous pouvez donner en fiat, je pense que ça va être en dollars, sinon vous pouvez donner en bitcoin. Et Et après, vous pouvez choisir. le site, c'est une page toute blanche, c'est ça? Juste pour pas que je me C'est trompe. une page blanche. Ouais, en Ouais, haut, il y a un bandeau noir et vert. c'est ça. Ok. Voilà. Je vais l'épingler. Et donc, ouais, ouais, là, vous êtes les bienvenus parce que bah, enfin, c'est le même problème. Alors, c'est pareil pour Nado Cash. Je sais plus où est-ce qu'ils reçoivent les fonds, mais ils ont le même problème. En fait, c'est que en fait, ces cas-là n'arrivent pas à lever suffisamment de fonds parce que en fait, ça coûte des millions, hein, ce qu'il faut comprendre. Parce que enfin, ça fait partie, entre guillemets, aussi du sujet. C'est que ces trucs-là, ça dure des années. Et ça coûte des millions en frais juridiques. Et ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, souvent, les personnes arrêtées, en fait, qu'elles soient innocentes ou coupables, souvent, elles vont plaider, elles vont même pas aller jusqu'au procès, elles vont plaider un deal, ou elles vont reconnaître leur culpabilité même quand elles sont innocentes, des fois, mais c'est juste parce que c'est pour éviter bah, de se retrouver complètement sans argent. Parce que voilà, c'est voilà, donc que ce soit, pour Samouraï, pour Tornado Cash, si vous avez moyen de donner un peu, ça sera bienvenu, vraiment. Voilà, donc pour revenir, oui, sur l'avancée, donc pendant un an, donc ça a été, voilà, ce travail enfin, cette phase de discovery. Hem, donc avec quasiment pas d'audience, genre, enfin, voilà, ils ont fait des points intermédiaires, mais je crois que genre la dernière a même pas duré 5 minutes, quoi. Donc voilà, ça avance pas des masses. Ce qui a avancé entre-temps, c'est plutôt sur, on va dire l'aspect, enfin le côté politique, avec les nominations, enfin l'arrivée de l'administration Trump, les nominations qui ont été faites et notamment au niveau du département de la justice, il y a eu un gars, alors je crois que c'est l'adjoint, le directeur adjoint qui s'appelle, Blanche, je me souviens pas de son prénom, mais je crois que son nom c'est Blanche et qui en gros donc est plutôt pro crypto, à ce que j'ai cru deviner, et qui en gros a écrit un mémo à ses équipes
expliquant que il allait dissoudre, l'unité qui, sous l'administration Biden, était en charge en gros de toutes les enquêtes crypto. En fait, c'est eux qui ont mené, enfin, si j'ai bien compris, toutes les actions du département de la justice, sur les sujets crypto. Donc, enfin, c'est un peu des croisés, quoi. Les types, ils sont partis dans une guerre sainte, hein. Donc ça, ils l'ont dissous d'entrée. Et dans le mémo, deuxième chose qu'il explique, hein, et ce qui est bien, c'est qu'il dit que, maintenant, il va falloir arrêter en fait de poursuivre les gens qui développent des outils et plutôt, poursuivre les criminels qui utilisent ces outils. Ce qui devrait être plutôt du bon sens, mais bon, je trouve qu'en fait, c'est pas ce qu'a fait le département de la justice, voilà, sous l'administration Biden. Donc voilà, ça, c'est sa nouvelle doctrine. Alors, sachant que ça laisse la porte ouverte sur les procès en cours. Donc, notamment Tornado et Samouraï. Et donc, bon, plus ou moins, en gros, il leur a dit, je vous demande de réanalyser les dossiers en cours, voilà, au vu de ce nouveau, voilà, de cette nouvelle doctrine. Alors, évidemment, les avocats, ils ont remonté ça à la cour comme un point, et notamment, enfin, aussi au gouvernement, en demandant au ministère public de se prononcer sur ce que leur demandait de faire leur chef, quoi. Et de savoir donc l'impact que ça aurait sur les poursuites qu'ils engageaient. Et donc, ça, c'était au mois de mars ou au mois d'avril, je sais plus. Enfin, en gros, un mois après, ouais, non, c'était au mois de mars. Un mois après, bon, il n'y avait toujours pas de réponse, voilà, il n'y a rien eu. Et donc, sur ce, si j'ai bien compris, la défense a fait une autre action qui a été, alors ça, si j'ai bien compris, je suis pas spécialiste, mais ça, je crois que c'est une autre jurisprudence qui existe dans la justice américaine. C'est un truc qui s'appelle, enfin, je sais pas quel est le terme exact, mais qui s'appelle Brady. Enfin, je sais pas si c'est la jurisprudence Brady ou machin. Enfin, en gros, ça dit que aux États-Unis, en gros, enfin, le système de justice, c'est vraiment attaque contre défense. C'est-à-dire que le ministère public est enquête à charge. Et c'est la défense doit se démerder pour, enquêter entre guillemets «à décharge», et c'est vraiment, 2 trucs qui s'affrontent, frontalement. Bon, en France, on a des juges d'instruction qui, eux, enquêtent à charge et à décharge, donc c'est un peu différent. Mais donc aux États-Unis, les procureurs enquêtent à charge, mais ce que dit cette jurisprudence, c'est que si dans leur enquête, ils découvrent des éléments enfin, qui ont tendance à disculper, les personnes, enfin les accusés ou personnes inculpées, et donc enfin qui vont à l'encontre de ce qu'ils essaient de prouver, ils sont quand même tenus et enfin et forcés, de produire ces éléments à la défense avant le début du procès. Ça, c'est ce que dit le cadre général. Et ensuite, ça, si j'ai bien compris, ça se décline au niveau de chaque juridiction et de chaque cour. C'est-à-dire que chaque cour peut rendre la contrainte plus forte. Et c'est notamment ce qui se passe dans la cour qui juge le procès, enfin le cas de Samurai Wallet, donc qui est une cour à New York, où en fait il est dit que les procureurs doivent fournir les éléments dès qu'ils les ont et dans un délai de 2 semaines au maximum. Et en fait, ce qu'il est apparu, c'est que au mois d'avril, la défense a fait une requête explicite en disant: «Maintenant, on voudrait que vous nous donniez tous les éléments qui relèvent de Brady, que vous pourriez avoir oublié de nous fournir, enfin ou que vous avez, enfin depuis récemment, et donc qui se rapporte à, un sujet qui est plus particulier, qui est, les communications ou les échanges que vous auriez pu avoir avec FinCEN. Donc FinCEN, en fait, c'est l'entité aux États-Unis, c'est l'équivalent de TracFin en France, et en fait, c'est FinCEN qui définit, ce qu'est une société de transfert de paiement aux États-Unis, et c'est FinCEN qui, donne enfin, qui enregistre les sociétés de transfert de paiement. C'est-à-dire que, heu et donc, ce que dit FinCEN, en gros, et c'est depuis 2019, c'est qu'en gros, pour les sociétés qui font de la crypto, si la société ne fait pas de la custodie pour ses clients,
alors cette société n'est pas considérée comme, une société de transfert de paiement en crypto et donc cette société ne peut pas s'enregistrer auprès de FinCEN. C'est-à-dire que, par exemple, si Samouraï avait été allé voir FinCEN en disant: «Bonjour, on voudrait s'enregistrer», FinCEN aurait répondu: «Non, on veut p non, vous rentrez pas dans notre cas, on vous veut pas» et donc ce qu'ont fait les avocats, enfin ce qu'a fait la défense, c'est qu'ils ont en avril, ils ont demandé: «Bonjour, voilà, on voudrait savoir si vous aviez un échange avec FinCEN à propos de Samouraï, c'était quoi?» Et là, donc les procureurs ont révélé que effectivement, ils ont bien eu un échange avec FinCEN et que cet échange datait du mois d'août 2023. C'est-à-dire 6 mois avant, enfin ça veut dire plusieurs choses. C'est que c'était 6 mois avant l'arrestation et surtout ça veut dire que pendant un an, entre l'arrestation et donc cette demande-là, il s'est écoulé un an pendant lequel ils ont caché à la cour et à la défense que, ils avaient eu cet élément. Et donc là, maintenant, il y a une espèce d'échange, enfin de ping-pong qui s'établit là entre la défense et le ministère public, sur le fait de savoir si ces éléments relèvent effectivement de Brady ou pas, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont caché, enfin ils ont pas révélé avant, voilà et donc là, les prochaines étapes, ben, c'est déjà savoir quelle va être la réponse du juge. C'est-à-dire est-ce que le juge estime que effectivement les procureurs dans ce cas-là, se sont vraiment foutus de la gueule de tout le monde et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'il va décider. Sachant que, si j'ai bien compris, l'amplitude de ce qu'il peut faire va de, une petite réprimande, genre: «C'est pas bien, mais bon, allez, on vous en veut pas et l'affaire suit son cours», jusqu'à, bah, c'est inadmissible et donc bah, là, tout votre cas est teinté et donc bah, on clôture le cas et voilà, bye bye, tout le monde rentre chez soi et potentiellement, bah, les personnes, enfin, les personnes de Samouraï peuvent potentiellement se lancer dans des poursuites contre l'État américain pour, poursuites abusives, enfin, voilà. Donc là, en fait, tout est ouvert, donc c'est en attente de la réponse du juge et puis potentiellement derrière, il y a un autre sujet, mais alors là qui, et moi j'ai tendance à penser que là, en fait, on est rentré enfin, dans une phase qui est totalement politique du procès. C'est-à-dire que là, il y a le 2e sujet, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de guerre, politique, de guerre larvée entre ce qu'on appelle le district sud de New York, donc qui fait la poursuite, dans le cadre de ce procès et l'entité centrale, enfin, du département de la justice. Et c'est-à-dire que le district sud est une espèce de dernier bastion, alors qui a cette réputation-là. Alors bon, ils ont la réputation d'être parmi les meilleurs, aux États-Unis, tout ça, mais ils ont aussi en gros, c'est l'entité, du département de la justice qui poursuit toutes les grandes banques, de tous les pays, enfin voilà, je pense que la BNP, ils ont dû quand ils ont été chargés, je pense qu'ils ont dû être chargés par ce district sud, j'en sais rien, mais je pense que enfin, je serais pas étonné que ça soit là. Enfin voilà, donc ils ont cette réputation-là et en gros là, je pense que clairement sur ce truc-là, ils se sont lancés enfin je pense que déjà les procès, que ce soit Tornado ou, Samouraï, c'était déjà des procès politiques, hein. Sauf qu'à l'époque, c'était soutenu par, l'administration Biden et la majorité, démocrate et aujourd'hui, je pense que c'est devenu une espèce de dernier bastion de résistance, à l'administration de Trump et donc je pense qu'en fait, là, ils se sont lancés dans une espèce de bras de fer. Voilà, savoir enfin, lequel va lâcher en premier puis, et puis, voilà, enfin, je pense, enfin, ouais, je peux me tromper, mais honnêtement, je pense moi, c'est comme ça que je lis voilà, la situation actuelle, et leurs derniers échanges, quoi. Voilà. OK. Gros bordel, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a il y a aussi les développeurs de Tornado Cash qui ont enfin, les accusations ont été récemment, enfin récemment, oui, ça date de mars, levées. Donc alors que le jugement avait pas été encore fait. Heu, donc on peut imaginer potentiellement quelque chose de similaire, pour cette Ah fois. alors ça to alors sache, alors il y a une grande confusion autour de Tornado Cash, c'est que dans le cas de Tornado Cash, en fait, il y a eu plusieurs choses. OK. Il y a les développeurs qui sont poursuivis et donc, il y en a un qui a été poursuivi, en Europe, aux Pays-Bas et donc, bah, lui, ça s'est pas bien passé. Il a été inculpé, il a passé quelques mois en prison. Ses avocats ont réussi à le faire sortir parce qu'il est enfin, c'est pourvu en appel. Donc là, si j'ai bien compris, ses avocats ont réussi
à lui obtenir une assignation à résidence pour préparer sa défense. Ce qui est déjà mieux que de rester en tôle pour préparer son appel. Mais bon, enfin, donc lui, il est quand même toujours enfin, bien poursuivi et puis déjà inculpé. Et les développeurs aux États-Unis sont toujours poursuivis et leur procès va arriver là. Par contre, il y a eu un autre cas qui était le fait que c'était merci, une autre entité aux États-Unis. J'ai C'est plus le nom. l'OFAC. Oui, l'OFAC, voilà, merci. C'est l'OFAC qui avait placé les adresses du smart contract Tornado Cash. Ils avaient placé ça sur leur liste noire. Enfin, je ne sais plus quel est le terme exact, hein, c'était la liste des entités désignées. Voilà. Donc en gros, c'est les entités, enfin les gens et les comptes en banque ou les comptes crypto avec lesquels on n'a pas le droit de transacter. Donc, ni recevoir des fonds, ni envoyer des fonds. Et en fait, le truc, c'est que pour la première fois, ça c'était une première, l'OFAC a inscrit dans sa liste une adresse qui n'était pas l'adresse d'un compte ou l'équivalent d'une adresse Bitcoin, mais qui était l'adresse d'un smart contract. Et en fait, il y a eu une bataille juridique aux États-Unis sur le fait de savoir si l'OFAC avait juste le droit de faire ça. Et en fait, ce qui a été tranché par la justice américaine, c'est que l'OFAC ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que l'OFAC ne peut inscrire que des personnes. Donc, je pense que c'est des personnes enfin, physiques ou des entités enfin, morales, mais ils ne peuvent pas inscrire un smart contract. Ça rentre pas dans le truc. Et donc, du coup, l'OFAC a retiré les arrêts des smart contracts de la liste, ce qui fait que du coup, ça permet aux utilisateurs américains de réutiliser le smart contract, ce qui est quand même voilà, ce qui est une petite avancée, tout ça. Mais par contre, enfin, au niveau du procès des développeurs, non, ça change rien. Eux, ils sont toujours poursuivis. Ok. Oui, en effet, j'avais pas suivi complètement. Ouais, mais enfin, la confusion, en fait, elle revient souvent entre les deux procès. Ouais, malheureusement, non, non, les développeurs sont toujours poursuivis. Je crois que c'est leur procès. Je me demande s'il n'est pas ce mois-ci. Je crois qu'il en met ou en juin. Je sais pas. Ouais, Je enfin, saurais pas te il va être. dire. Et eux, alors bon, j'ai un peu moins suivi que pour Samouraï, mais c'est pareil, c'est plus compliqué. Alors après, c'est un peu en avance, donc parce que en fait, les procès c'est aussi comme ça, c'est que au début, c'est un peu tout le monde s'observe. Enfin voilà, entre guillemets, c'est assez calme. Et puis il y a un moment en fait où les hostilités sont lancées, et puis où on commence à sentir ou comment dire Alors le juge est censé être neutre, c'est-à-dire c'est pas lui qui normalement, enfin c'est le jury qui va trancher. Lui, il fait juste que il s'assure que techniquement tout se passe bien. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, on se rend quand même assez compte, enfin comment dire, de la couleur du juge. C'est-à-dire que le juge, enfin, ça reste un être humain, il a quand même des biais et au bout d'un moment, enfin, ça se sent assez vite. Et dans le cas de Tornado Cash, si je dis pas de bêtises, c'est une juge dont j'ai oublié le nom, alors qui est aussi à New York. Et elle a déjà pris quelques décisions sur des questions où les deux parties avaient demandé de trancher. Elle a pris quelques décisions qui sont déjà assez problématiques, hein. C'est-à-dire parce que après ça, c'est l'autre sujet en fait, il y a plusieurs sujets, oui, autour de ça on en a pas parlé, mais il y a plusieurs sujets autour de ces procès. Bon, il y a le sujet des personnes, c'est-à-dire que bon, il y a quand même enfin, ça ce qui oui, ça on n'a pas parlé, mais les charges, enfin, je pense que c'est pareil pour Tornado Cash. Là, on parle quand même de charges qui peuvent aller jusqu'à, 20 ou 25 ans de prison. Donc, enfin, c'est humainement, c'est quand même, quelque chose, hein. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est-à-dire le sujet des voilà, des personnes qui sont poursuivies actuellement. Mais après, il y a un sujet, qui est profond et qui impacte là tout le monde, voilà, je veux dire qu'on s'intéresse, enfin, qu'on s'inquiète pour ces personnes ou pas. Il y a un sujet de fond, c'est que là, il va y avoir des procès, a priori. Donc, ils vont se faire devant des jurys populaires. Le principe d'un jury populaire, c'est qu'en fait, ils vont sélectionner 12 personnes qui ne comprennent absolument, enfin, qui sont sélectionnées parce qu'elles ne comprennent absolument rien à la question. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes un expert en crypto, déjà, c'est mort, vous ne pourrez pas être jury sur ces procès. Donc, vraiment, c'est des personnes qui ne comprennent rien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat de ce procès, ou même ce que disent les juges, potentiellement, ça va servir de jurisprudence pour la suite, pour d'autres projets. Et donc, c'est-à-dire que, suivant, si ça va jusqu'au bout, ici, par exemple, pour une raison X ou Y, heu,
on est dans le cas d'ERA où le jury, heu, dans un des 2 procès, considère qu'effectivement, le projet, enfin les développeurs étaient, enfin auraient dû être enregistrés, et comme, société de transfert enfin, société de paiement, bah, potentiellement ça va faire jurisprudence. C'est-à-dire que là, enfin derrière ça a des impacts, enfin qui sont, colossaux pour tout le monde. Donc il y a vraiment, enfin il y a vraiment un vrai sujet de fond, quoi. Ouais, donc le procès de Tornado Cash est à suivre de près pour potentiellement entrevoir l'issue de Alors celui de Samouraï. Ou c'est pas aussi simple que ça. alors, bah, c'est oui, oui et non, enfin les 2 oui. Enfin oui, dans le sens où il est un peu en avance de phase. Donc normalement, il devrait se dérouler, machin. Enfin, il devrait se dérouler en premier, donc il pourrait, plutôt, donner la couleur pour, celui de Samouraï. Mais en même temps, celui de Samouraï, là, on sent que ça pourrait aussi, enfin les choses pourraient se précipiter avant même que le procès n'ait lieu. Et du coup, ça pourrait venir donner une couleur, au procès de Tornado. Donc là, c'est enfin tout est ouvert, je pense. Ok. Enfin, dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, ces deux affaires vont s'influencer plus ou moins. Ouais, et ce qui est probable, alors pour tout parce que là, tout à l'heure, je disais que, beh, enfin, ça avait pas avancé, pendant un an, machin, tout ça. Mais là, il est quand même probable que ça s'accélère, énormément dans les alors peut-être pas les jours, mais dans les semaines, en tout cas qui arrivent là. Ok. Je pense Ouais, que il se passe quelque chose de particulier ou... ouais. Ah ben, là, normalement, enfin, normalement, il devrait y avoir enfin, côté samouraï, il devrait quand même y avoir une réponse, une décision du juge, machin. Politiquement, ce que je disais, je pense qu'il y a un moment où, enfin, parce que là, ça se voit, enfin, alors ça reste encore, assez circonscrit, au petit cercle de la crypto, mais ça commence quand même à sacrément se voir que là, le district sud de New York est en train de faire un gros doigt d'honneur, au à la direction du département de la justice, et voilà, et donc ça politiquement, enfin, je pense que c'est problématique parce que si j'ai bien compris, enfin, il y a aux États-Unis, il y a eu, depuis l'arrivée de Trump, il y a un truc aussi qui a, alors après moi je connais pas assez, je sais pas si c'est aberrant, si c'est juste du bon sens machin, mais en gros Trump a, si j'ai bien compris, a dit: «À partir de maintenant, en gros, c'est moi le boss, donc tous les gens qui travaillent, entre guillemets «dans la fonction publique», ils suivent la direction que je donne». C'est-à-dire qu'il y a qu'une tête et les gens qui sont pas d'accord, ils vont voir ailleurs. Or là, bah, là clairement, enfin, je vois enfin, je vois pas comment ça peut être interprété autrement que, heu, le district sud de New York, fait un gros doigt d'honneur, à l'administration centrale, du département de justice et enfin, à la direction et à Trump, quoi. Donc à mon avis, ça va, enfin, ils vont pas pouvoir, regarder ailleurs pendant enfin, éternellement, je pense. Hmm. Ouais. Ok. Ouais, intéressant, ces affaires, c'est plein de tensions. On se croirait limite dans Game of Thrones avec différents pouvoirs Ouais, qui ouais, se tiennent ouais, ouais. tête. Bref. Le truc, c'est que alors à la fois, enfin, 1er, c'est une chance parce que bon, honnêtement, si les démocrates, avaient été élus, là, je pense, enfin, le truc serait enfin, tout serait déjà plié. C'est-à-dire, Hmm. et c'est triste à dire, hein, c'est triste à dire. C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive à un point, en fait, enfin, où aux États-Unis, la situation même, arrive à un tel point d'antagonisme entre les 2 camps politiques que, enfin, voilà, les procès, c'est plus une histoire de justice, là. Là, c'est une histoire de punition politique, quoi. Et Juste envoyer un donc message. ouais, voilà, donc le truc, c'est que le fait que, bon, effectivement, ça soit l'administration de Trump, enfin, que surtout Trump qui ait gagné, que l'air de rien, il ait reçu, le support de l'industrie crypto et qu'en retour, il se montre bienveillant, par rapport à l'industrie crypto. Bon ça, enfin clairement ça dessert pas les 2 procès. Clairement, c'est plutôt bien. Après, faut aussi voir le truc, ça veut dire que ces 2 procès, en fait, se retrouvent, heu, en plein milieu d'une bataille politique, quoi, et je sais pas si c'est une position qui est très enviable, quoi. C'est-à-dire que enfin, c'est une position idéale pour prendre une balle perdue, quoi, tu vois? Ouais. Oui, parce que d'un côté, il y a Trump qui fait asseoir un peu sa position
et ses orientations. On peut pas vraiment dire son avis parce que je sais pas s'il a vraiment un avis sur ces sujets-là. Mais de l'autre côté, ça intensifie l'opposition. Enfin, ça la rend plus peut-être pas excitée, mais accro en tout cas. Donc c'est une vraie Ouais, bataille quoi. ouais, ouais. Ouais, 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 et puis, enfin, c'est ouais, ouais, je sais pas comment, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment ça va tourner. Bon, à mon sens, le mieux, mais, je suis vraiment pas convaincu que ça va tourner comme ça, mais le mieux serait que le juge soit effectivement, exemplaire, ou qu'alors il ait pas envie de se prendre des balles perdues, d'un point de vue politique, et que, en fait, ça soit lui qui tranche. C'est-à-dire qu'il dise, entre autres, bah, ouais, là, il y a quand même un gros problème, avec ce qu'a fait, le ministère public. Donc, bah, là, il va falloir nous donner des explications et puis, enfin, voilà, tu vois? Qu'on rentre vraiment dans le dur, quoi. Voilà. Hem, mais si le juge, fait pas ça, bah, je pense que ouais, ça ne va être que positif. Et après, peut-être que je me trompe, mais moi, enfin, la réponse qu'ont fait les procureurs, déjà, à la requête de la défense, donc ça, c'était il y a quelques jours. Quand je regarde la façon dont ils ont répondu, la manière dont ils ont répondu complètement à côté, la manière dont ils ont construit leur réponse, je me dis qu'en fait, c'est déjà une réponse qui est politique, en fait, hem, qui en fait essaye de mettre en porte-à-faux, enfin qui s'adresse même pas au juge. Pour moi, c'est même pas une réponse qui s'adresse au juge, c'est une réponse en fait qui s'adresse à la direction du département de la justice. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Et mais peut-être que je me trompe. Après, voilà, tu vois, Mm. je suis pas un grand coup, enfin, je suis pas un expert, ou un connaisseur, du Ouais, ministère de la justice américain, mais c'est peut-être trop tôt pour encore pouvoir déterminer ça. oui, 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 puis enfin, il y a des chances, enfin, je pense qu'on le saura vite, hein, Mm. des chances qu'on soit un peu plus avancé dans les semaines, ouais, dans les semaines qui arrivent, quoi. Ok. Bah, ça tombe bien alors qu'on fasse cette émission maintenant et puis le, le, le jour où on aura quelque chose de plus concret, peut-être c'est une décision pour en reparler. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur p2prights.org si jamais vous voulez soutenir voilà, la cause des développeurs de manière générale, parce que ça ne concerne pas que Samurai. Et, et voilà, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, à part si c'est quelque chose que tu veux ajouter. Non, moi, c'est bon. Si si quelqu'un a des enfin, s'il y a des questions, je peux y répondre, avec plaisir. J'avais invité aux questions plus tôt, mais il n'y a pas eu grand-chose. Ouais. Et il y a juste prof du stream qui avait demandé il y a un moment maintenant, as-tu déjà vu des papiers de recherche euh, comparant pardon, la privacy donnée par les CoinJoin type Whirlpool et ceux de Wasabi, car il y a quand même de gros soucis avec Wasabi. Trois petits points. Alors je crois qu'il y a j'ai vu un papier. Faudrait que je l'ai pas, j'ai pas le nom, mais je pourrais le retrouver. Je te si je le retrouve, je t'enverrai le lien. Je crois qu'il y a eu au moins un papier qui comparait, je crois, les conjoints ou ouais. Après, non, historiquement, il y avait eu des papiers comme ça, mais qui comparaient plutôt les mixeurs, mais c'était les vieux mixeurs, quoi. Je crois que c'est des trucs qui existent même plus aujourd'hui. Voilà, Ok. mais bon, ça peut être intéressant, je te dis, enfin, juste pour voir comment les types faisaient les comparaisons, mais ouais, non, il y a assez peu de il y a assez peu après le truc, c'est que c'est compliqué, enfin, faire un truc, ouais, des analyses exhaustives, c'est compliqué parce qu'en général, c'est plutôt des comment dire? C'est ça enfin, c'est plutôt des papiers qui s'attachent à, comment dire? À trouver des angles d'attaque particuliers, notamment pour, bah, voilà, si possible que ça soit corrigé, enfin, ou amélioré. Voilà, mais par contre des trucs qui enfin, des papiers qui analyseraient de manière exhaustive, heu, le système en disant, enfin, voilà, ça globalement, ça fournit tel niveau. Ça, à ma connaissance, non, il y en a pas, ça, je crois pas que ça existe, mais parce qu'en fait, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que
c'est des s de toute façon, enfin, c'est aussi la limite de ces systèmes-là, c'est que c'est des systèmes où la protection s'érode, au fil du temps, malheureusement. Hem, au fur et à mesure que les gens, dépensent, en post-mix. Donc en fait, bah, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut suivre, voilà, sur le long cours. Hem, voilà, et puis le après, il y a juste une réalité, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire, enfin, voilà, ça aujourd'hui, je pense que ça a quand même assez bien compris, c'est que le gros point faible aussi de la plupart de ces outils-là, et enfin, y compris même, par exemple, si on prend, enfin, du Monero, qui est utilisé en, enfin, comme un mixeur, c'est-à-dire vous êtes en bitcoin ou sur autre chose, vous passez sur Monero, vous faites, je sais pas, une 2 transactions Monero, enfin, de transfert, et puis vous en ressortez. C'est-à-dire vraiment, vous utilisez quand même ça. En fait, c'est soumis au même problème. Heu, la limitation principale, en fait, c'est ce qu'on appelle les analyses, par corrélation, soit corrélation sur le montant ou corrélation temporelle. Et en fait, là, c'est très inégal. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur lambda qui se fond dans la foule, enfin, avec donc plutôt avec des petits montants, vous arriverez peut-être, voilà, à passer, enfin, ne pas être, remonté, enfin, comment je sais pas comment dire? À ne pas être rattrapé dans les filets de ce genre d'analyse. Si par contre vous êtes un utilisateur avec des montants volumineux, et surtout qu'en fait vous ne faites que passer dans le mixeur, là très clairement il y a de que enfin, j'allais pas dire 100 parce que c'est jamais 100, mais en gros, votre phase de mixing ne sert à rien. C'est ça, enfin, je veux dire à l'époque où on faisait les analyses sous XT, enfin des cas où on est passé à travers les mixeurs comme dans du beurre, et ça je il y en a eu plein, quoi. Et ça, c'est à peu près, enfin, c'est vrai pour quel que soit à peu près le n'importe quel type de mixeur, que ce soit du conjoint ou du custodial, même sur mais même sur enfin, sur des hops sur d'autres chaînes, enfin voilà, si c'est fait juste en, comment dire, en pass-by, quoi, enfin, en pass-through, bon, ça, avec du gros volume, ça sert à rien. Mmh. Voilà. C'est toute la complexité des, euh, des mixeurs conjoints de manière générale. C'est aussi l'après qu'il faut bien gérer, quoi. C'est pas juste la transaction en elle-même. Oui, oui, et puis après, il y a de vrais, enfin, comment dire, il y a quelques principes, enfin, qui sont très génériques, enfin, c'est pas suffisant, mais il y a quelques principes qui sont vrais. C'est-à-dire que, idéalement, c'est ce que dit Zcash, entre autres, enfin, ce que disent les gens de Zcash, alors, ça leur va bien parce que c'est un argument marketing pour eux, mais il y a aussi quand même une vérité fondamentale, là-dedans, c'est que ils disent qu'en fait, le seule manière de bien faire la chose, c'est en fait de ne jamais sortir, entre guillemets, du système. Donc c'est-à-dire, en gros, alors, dans Zcash, si toutes les transactions étaient, shieldées, enfin voilà, vraiment anonymisées, en gros, quand on sort jamais, bah, en gros, voilà, c'est effectivement, c'était protégé. Mais en fait, quand tu es sur un système où tu passes juste au travers, c'est-à-dire que tu rentres et tu sors du mixeur ou du conjoint, forcément ça affaiblit les résultats fournis par l'outil. Et c'est pour ça, en fait, que Whirlpool, ça avait vraiment été prévu, comme ça. C'est-à-dire qu'on peut pas empêcher les gens de sortir, puisque, bah, la logique, c'est quand même que leur bitcoin, à un moment, les gens veulent l'utiliser pour payer, enfin voilà, ou pour les transférer à quelqu'un. Mais tout avait été conçu pour que les gens restent longtemps, et quand je dis longtemps, c'était, pendant des semaines ou des mois, bon, je pense qu'il y a des gens qui sont restés pendant des années. Et en fait, c'était vraiment la logique, tant que vous pouvez rester, parce qu'en fait, c'est meilleur pour tout le monde. C'est meilleur pour vous, c'est meilleur pour les autres utilisateurs, c'est meilleur pour le système. Et c'est aussi ce qui faisait qu'en fait, Whirlpool était un outil qui était pas du tout adapté. C'est là où c'est le procès aberrant, c'est que Whirlpool était pas du tout un outil adapté aux gens qui font du blanchiment d'argent, parce qu'eux, en fait, eux, ils cherchent pas de la vie privée. Les gens qui font du blanchiment d'argent en crypto, en fait, ils cherchent juste à prendre de l'avance sur les analystes qui les tracent, et en fait, ils veulent juste suffisamment d'avance pour, c'est une avance qui leur permette d'aller faire un cash out sur un exchange. Sachant que sur les exchanges, ils s'enregistrent pas avec leur nom, hein. C'est-à-dire, soit c'est des faux comptes, soit c'est des mules, qui vont prendre à leur place, mais c'est jamais leur identité à eux. Donc eux, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est, rentrer vite, sortir vite, et que par contre, ça leur donne suffisamment d'avance, voilà, pour faire leurs affaires.
Et en fait, Whirlpool était le total opposé de ça. C'est-à-dire que, heu, Whirlpool, si tu faisais qu'un seul round de mixing dedans, la protection que tu avais était faible. Donc, quand tu cherches à faire du blanchiment, enfin, en crypto, c'est totalement inutile, quoi. C'est là où le procès est aberrant, en fait. Donc ils ont trouvé, après moi je s'ils disent qu'ils ont trouvé quelques cas, moi j'y crois, mais je veux dire même en pourcentage, en fait, je crois que je me souviens bien, ce qu'ils avaient identifié, ça représentait 3 ou ouais, je crois que c'était 3 de du volume total de Whirlpool, les fonds, d'origine criminelle. Ça en fait, si tu compares ça à des mixeurs Custodio, enfin, ou même je pense même à Tornado, mais Tornado c'est spécial parce qu'eux ils étaient en pro c'était abusé par, comment ça s'appelle? Par Lazarus. Parce qu'en gros, quand Lazarus, piratait un smart contract et à un moment, ils en ont piraté beaucoup, la première chose qu'ils faisaient, c'est que leurs Ethers, ils les passaient, par Tornado, mais juste pareil, hein, pour prendre un petit peu d'avance. Cette avance leur permettait de passer à travers les bridges qui leur permettaient de basculer sur du Bitcoin et après dans Bitcoin, ils passaient sur des mixeurs Bitcoin, pareil, pour reprendre de nouveau un petit peu d'avance. Mais voilà, c'est toujours le même truc, mais enfin bon, voilà, c'est encore une autre c'est encore un autre point aberrant dans ces poursuites-là. Ouais, ça fait un parmi tant d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup pour ces explications. C'était intéressant, la petite question de fin de prof qui met bien voilà, pour la route. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et peut-être dans quelques semaines, on pourra en reparler, espérons avec une bonne nouvelle. Bah, j'espère que bah, merci à vous pour l'invitation. Avec, avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés toute la soirée. Il y a Panta, Millet, Renaud et Prof qui sont restés presque tout le temps. C'est les meilleurs. De quoi? Je dis c'est les meilleurs. C'est une Ouais. fine équipe. Voilà, les fidèles auditeurs. Et bah écoute, bonne soirée, bonne À nuit bientôt. et à la prochaine. Bonne nuit. Ciao. Ciao.